Célébration de la journée de l'industrie africaine avec comme thème central les sources de financement alternatifs de l'industrie africaine. Une occasion pour les industriels maliens et leurs partenaires de se connaître et de se faire connaître pour la relance de l'activité. Envahissement de nos marchés de produits désinfectants depuis l'apparition de la maladie à virus Ebola dans notre pays. D'où proviennent ces produits et quelle est leur nature? C'est le sujet du dossier de ce journal avec Nyanya Aliou Traoré. Troisième congrès de l'Union pour la République et la démocratie URD, au cœur des assises de 2 jours, le toilettage des textes, le renouvellement du bureau exécutif et l'élection du nouveau président. Les assises qui s'y tiennent au CICB enregistrent la présence de partis amis venus du Burkina Faso, du Niger, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'information sur l'ORTM. Au Burkina Faso, la cérémonie de passation des charges entre le lieutenant-colonel Yakuba Isaac Zida et Michel Kafando s'est déroulée hier au Palais des Sports de Ouaga 2000. Plusieurs chefs d'État, dont Ibrahim Boubacar Keïta, ont assisté à la cérémonie. C'est un diplomate de carrière qui assurera la transition au Burkina Faso. Le septuagénaire qui a désormais les rênes du pays se fixe comme priorité la lutte contre l'impunité et l'injustice. Déjà, il a annoncé l'ouverture d'enquêtes sur les circonstances de l'assassinat 1987 du président Thomas Sankara. Envoyés spéciaux Mohamed Diarra et Adama Kamara. Une nouvelle page s'ouvre dans l'histoire sociopolitique de Burkina Faso. Le peuple burkinabé avait rendez-vous avec l'histoire ce vendredi. Plusieurs chefs d'État, dont le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, ont fait le déplacement pour être témoins de l'événement du jour. À l'aéroport international de Ouagadougou, le président Ibeka reçoit les honneurs dus à son rang. La colonie malienne est aussi venue souhaiter la bienvenue au chef de l'État. Au salon d'honneur, Ibeka et son hôte ont eu un bref entretien. Ensuite, le cortège présidentiel s'ébranle vers le palais des sports à Ouaga 2000, où a lieu la cérémonie de passation de charges entre le lieutenant-colonel Yakuba Isaac Zida et le président de la transition Michel Kafando. Le moment est exceptionnel et empreint d'émotion. Le nouvel homme fort reçoit ainsi les charges des mains de celui qui a géré la période pré-transitoire avec patriotisme et responsabilité selon les différents orateurs. Le président en exercice de la CEDEAO, le Ghanéen John Dramani Mahama, le représentant du secrétaire général des Nations Unies et le président en exercice de l'Union africaine ont salué le processus qui a abouti à la désignation d'un civil à la tête du pays. Je les exhorte à consentir davantage d'efforts pour traduire dans les faits les engagements pris, loin de toute tentation susceptible de remettre en cause ce processus salutaire ou de constituer une quelconque entrave à son accomplissement pour le bien de tous. Je suis sûr, mesdames et messieurs, de pouvoir compter sur la détermination de tout un chacun et sur ce choix irréversible et librement établi d'œuvrer pour la construction et la pérennité du Burkina Faso. Les représentants des différents organismes internationaux se sont engagés à soutenir les autorités de la transition afin qu'elles puissent organiser des élections libres, transparentes et crédibles dans un an. Le président investi de la confiance du peuple mesure la charge de la mission et désormais le Burkina Faso amorce un nouveau départ. Le message du peuple est clair et nous l'avons entendu. Plus jamais d'injustice, plus jamais de gabegie, plus jamais de corruption. Tout nous conduit donc à prendre nos responsabilités pour répondre à cet appel. C'est dire que les actions que nous engagerons dès l'entame de notre mandat seront essentiellement centrées sur ce que nous considérons comme un mandat impératif. Toute ma vie, je me suis toujours fait une haute idée du respect du bien public et milité pour l'avènement d'une vraie justice sociale. L'on comprendra donc pourquoi, avec ceux qui ont méprisé cette justice et qui pensent qu'ils peuvent impunément dilapider les deniers publics, nous réglerons bientôt les comptes. Je m'incline très respectueusement devant nos morts, les martyrs de la Révolution. Ils sont rentrés dans l'histoire par la grande porte de l'héroïsme.
La patrie leur sera reconnaissante. J'ai décidé de leur dédier le mausolée des héros nationaux qui portera désormais le nom de Panthéon des martyrs de la Révolution. Au nom de la réconciliation nationale, j'ai aussi décidé, par le fait du prince, que les investigations pour identifier le corps du président Thomas Sankara ne seront plus assujetties à une décision de justice, mais sera du ressort du gouvernement. Le président de la transition a immortalisé ce moment avec ses pairs à travers des poignées de main. Le président Ibeka a été longuement applaudi. Pas donc de temps à perdre, le compte à rebours de la transition politique commence au pays des hommes intègres. Les premiers signaux seront donnés avec la formation du nouveau gouvernement dirigé par Yacouba Isaac Zida. L'objectif étant de s'aimer des graines pour le futur président qui sera démocratiquement élu. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a assisté à la cérémonie, a salué le courage du peuple burkinabé tout en félicitant l'armée qui a géré la période pré-transitoire avec responsabilité. Le chef de l'État s'exprime au micro de nos envoyés spéciaux. Michel Cavando est un ami de longue date et je me réjouis pour le peuple du Burkina Faso qui vient de prouver au monde entier que l'Afrique a des ressources insoupçonnées en termes de responsabilité, en termes de républicanisme, parce que ce que l'armée du Burkina, conduite par le colonel Zida, a réussi là, est simplement républicain. Et d'ailleurs, vous l'avez vu dans la salle, comment il a accueilli les ovations. C'est un grand jour, non seulement pour le Burkina, mais pour l'Afrique, et singulièrement pour notre sous-région, pour la CEDEAO. Il était bon, il était séant que nous venions aujourd'hui aux côtés de nos frères pour dire nos sentiments les meilleurs, pour accompagner le Burkina Faso dans cette nouvelle phase de son histoire, sa glorieuse histoire. Et nous prions pour que vraiment l'apaisement, le calme qui ont présidé jusqu'ici continue de prévaloir. Le peuple burkinabé est un peuple pacifique, un peuple qui ne veut que son développement harmonieux, solidaire, à l'unisson des autres peuples de la CEDEAO. Notre espace intégré, sous-régional, qui porte tous nos espoirs. Et l'Union africaine également, notre grande Union africaine, nous étions tous présents ici aujourd'hui pour dire cela et d'autres sentiments toujours les meilleurs à nos amis du Burkina, à nos frères du Burkina Faso, leur souhaiter bon vent. Voilà, le président de la République vient donc de regagner Bamako après un séjour au Niger et au Burkina Faso où il a pris part à l'investiture du président intérimaire. Un séjour fructueux car il a permis de donner un nouvel élan à la coopération entre le Mali et son voisin, le Niger également. Selon le président de la République, il a été accueilli à sa descente d'avion par le président de l'Assemblée nationale, plusieurs membres du gouvernement et autres personnalités. Nous écoutons Ibrahim Boubacar Keïta au micro de Tchemoko Sagara. Cette visite de travail a été une visite d'ampleur certaine, de grande amitié, de réaffirmation de solidarité réciproque. Tant le Niger et nous-mêmes, nous sommes en phase absolue sur toutes les grandes questions de l'heure, singulièrement celles qui concernent les problèmes de sécurité dans la bande sahélo-saharienne. Dans le G5 du Sahel, nous sommes en phase absolument. Et pour ce qui concerne les relations bilatérales, nous avons des préoccupations communes qui sont prises en charge par ceux en charge de le faire dans nos équipes. Je fais un constat très heureux de l'engagement réel, déterminé, constant du Niger à nos côtés. Je pense que en mutualisant nos efforts, nous arriverons certainement à des résultats tangibles dans la lutte contre le terrorisme et pour la paix et l'apaisement dans le nord du Mali et dans toute la sous-région, singulièrement au Mali et au Niger. Vous savez qu'il y a encore des proches sporadiques, notamment dans le petit triangle de la région de Ménaka, qui menace le Niger souvent. Récemment encore, on les a vus à l'œuvre. De cela, il y a une conscience très claire. Les chefs d'état-major se sont réunis. Auparavant, il y avait également une réunion des pays contributeurs à l'effort
paix et de stabilisation du Mali, pour que l'on ne laisse plus tellement l'attitude pour qu'on tue impunément nos éléments. Et ils ne sont pas des chars à canon. Ce sont des éléments de paix, de stabilisation, envoyés par les Nations Unies. Les casques bleus, on ne tire pas sur un casque bleu. Donc, à partir de ce moment-là, il s'agit de terrorisme pur et simple pour effrayer la communauté internationale au fin qu'elle quitte cette zone, qu'elle quitte le Sahel. Il n'en sera pas question. Et nous sommes déterminés, nos deux pays en tout cas, et les autres avec nous, à faire en sorte de les bouter hors de notre espace. Cela a été un grand réconfort d'entendre cela réaffirmé avec la plus grande vigueur par le président Issoufou Mahamadou et son équipe. Et ensuite, la solidarité la plus vive à l'endroit du Mali dans sa lutte contre cette nouvelle pandémie, l'Ebola. Et je crois que chacun prend conscience aujourd'hui de l'acuité de la question de l'Ebola en termes de défense nationale. Puisque tous les segments de notre État sont concernés et doivent être mobilisés pour que nous fassions en sorte de bouter hors de notre pays et de notre zone l'Ebola. Ce n'est pas une tâche facile, ce n'est pas une tâche mince. Chaque victoire est suivie de remise en cause et il faut donc qu'on soit très très vigilant, qu'on ne baisse pas la garde, qu'on reste vigilant. Aucun laxisme encore une fois. Et je pense que avec l'effort conjoint, nous arriverons au bout, Inch'Allah. Voilà, vous l'avez constaté sur les images, le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, après son séjour au Burkina Faso et au Niger, qui a donc été accueilli à l'aéroport international de Bamako, Sénou, par le Premier ministre Moussa Mara, des membres du gouvernement et autres institutions. Le contenu de ces deux communiqués avant de poursuivre cette édition, le gouvernement du Mali informe l'opinion nationale et internationale qu'un individu non identifié a commis un acte kamikaze le vendredi 21 novembre 2014 dans la ville de Bourem, dans la région de Gao, près du site d'exploitation de phosphate. L'attentat a fait un mort, à savoir le kamikaze lui-même. Aucun blessé n'est à déplorer. Le gouvernement condamne avec la plus grande fermeté cet acte lâche. Le gouvernement du Mali assure les populations de la mobilisation des forces armées de sécurité pour empêcher les actes terroristes qui sont destinés à saborder le processus de normalisation et de sécurisation de cette partie du territoire national. Le gouvernement tient à rappeler que rien ne le détournera de sa volonté de réussir le processus de paix et de dialogue entamé avec l'accompagnement de l'ensemble de la communauté internationale. Et puis cet autre communiqué, la médiation internationale reprend du service entre les parties maliennes à Alger. Un nouveau round des pourparlers inclusives s'est ouvert cet après-midi dans la capitale algérienne en présence de l'ensemble des parties concernées. Cette fois-ci, il s'agira d'organiser des discussions autour du document de synthèse proposé par la médiation et intitulé « Éléments pour un accord pour la paix et la réconciliation au Mali ». La séance inaugurale a été marquée par une longue série de discours au cours de laquelle organisations internationales et pays membres de la médiation ont appelé les Maliens au sens du compromis. Des parties maliennes qui, chacune de son côté, ont réitéré leur volonté de marcher vers cet objectif dans les prochains jours. Ces prochains jours qui seront marqués par une série de rencontres à huis clos pour débattre des questions mises sur la table. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec nos envoyés spéciaux à Alger. Les sources de financement alternatifs de l'industrie africaine, c'est le thème de cette année de la journée de l'industrie africaine organisée par l'OPI, le ministère en charge de l'industrie et l'ONUDI. La journée offre l'occasion pour les industriels maliens et leurs partenaires de se connaître et de se faire connaître pour la relance de l'activité industrielle. La cérémonie d'ouverture était présidée par le Premier ministre Moussa Mara. Reportage de Alousseni Touré. L'industrie malienne, comparée aux industries des pays voisins, connaît un retard de croissance à la limite de la stagnation. Tenez-vous bien, quand en Côte d'Ivoire et au Sénégal, on compte respectivement plus de 4 000 et 3 000 entreprises industrielles, au Mali, seulement 300 sont enregistrées. Le secteur souffre évidemment de la continentalité du pays, mais pas seulement. Dans son livre blanc élaboré pour proposer des mesures énergiques visant le développement du secteur, l'organisation patronale des industriels maliens dresse un diagnostic
consternant. Un déficit de la balance commerciale de près de 400 milliards de francs CFA, équivalent au montant de l'aide publique au développement. Des politiques industrielles théoriques menées par le passé, sans réelle conviction que l'industrialisation de notre pays est la voie obligée de son développement. Les 21 solutions de relance de l'industrie sont proposées dans le livre blanc, nourries par les difficultés rencontrées à l'occasion de 39 ans de pratique de la transformation industrielle d'investisseurs regroupés au sein de l'OPI. Aussi, des mesures vigoureuses sont envisagées pour booster le secteur. Le gouvernement et ses partenaires promettent. La stratégie adoptée repose sur l'approche filière afin de tirer le meilleur parti des avantages compétitifs que nous détenons. Elle s'appuie également sur la mobilisation d'importantes ressources financières à long terme nécessaires pour assurer le financement des projets industriels. Cependant, force est de constater, de reconnaître que de tels financements font cruellement défaut à notre secteur industriel car le système bancaire classique a montré certaines limites dans ce domaine. Pour résoudre cet épineux problème de financement qui entrave la marche de l'industrialisation de l'Afrique et de notre pays, nous devons nous tourner vers la recherche de sources alternatives. Dans la déclaration de politique générale du gouvernement, j'ai tenu à mentionner explicitement que nous ferons de la mise en œuvre de ce livre blanc une priorité en matière de développement industriel. Et nous sommes en train de nous organiser pour y arriver. Je pense que tous les jours, nous travaillons avec l'organisation. Dans ce sens, il faudrait que le ministre de l'Industrie et de la Promotion des Investissements, mais aussi l'organisation patronale, travaille toujours d'arrache-pied avec le ministère de l'Économie et des Finances pour qu'on commence à voir l'illustration, la concrétisation des nombreux engagements qui sont contenus dans ce document. Exit donc les discours, place à la visite des stands. Les industriels maliens proposent pourtant une gamme variée de produits. Ils ne perdent pas de vue la nécessité d'innover. Pour cette journée aussi, ça concerne la sensibilisation de la population et puis essayer de faire des partenariats avec d'autres entreprises de la place pour éventuellement faire des sous-traitances et voir les matériels locaux qui sont disponibles et qui peuvent rentrer dans la fabrication de nos produits. Le panel de haut niveau qui a réuni le chef du département, la représentante de l'ONUDI et le responsable de la corporation a largement édifié l'assistance sur les écueils à éviter et les opportunités à saisir pour développer le secteur. L'Union des jeunes pour l'avenir du Mali, UJAM, a organisé ce matin une cérémonie de montée des couleurs à la direction régionale de la jeunesse et des sports du district de Bamako. À travers cette initiative, les jeunes veulent renforcer la culture de la citoyenneté. La cérémonie était présidée par le Premier ministre Moussa Mara, compte rendu de Boubacar Sissoko. Le défi de l'unité nationale ne saurait être relevé sans la culture de la citoyenneté. Cette citoyenneté passe d'abord par le salut aux couleurs. Pour donc démontrer son engagement à un Mali uni et prospère, l'Union des jeunes pour l'avenir du Mali a initié la montée des couleurs pour sensibiliser les jeunes maliens. Dans l'histoire de toutes les grandes nations, il y a des moments difficiles, des moments où parfois personne ne sait où mettre la tête. Pour nous, c'est dans ces moments difficiles que les fils du pays doivent se retrouver pour relever le défi de l'unité, cultiver la paix et de ne jamais prêcher la haine, la vengeance, la chasse à l'autre, afin d'éviter de tomber dans une situation inutile et regrettable. Au moment où les Maliens sont en pourparlers inclusifs à Alger, les jeunes de tous bords demandent la culture de la paix. Il s'agit d'un sursaut national. Il s'agit du drapeau que nous avons hérité, un héritage commun que nous devons sauvegarder. Cette symbolique de la montée des couleurs est un acte de patriotisme, reconnaît le Premier ministre Moussa Mara. Cet idéal de vivre ensemble, cet idéal d'une nation colorée et diverse, ça doit être renforcé de la base au sommet. Ce sont des difficultés qui sont instrumentalisées par certaines personnes pour servir leurs desseins individuels. Donc nous devons faire en sorte, le peuple, de dire non à ces divisionnistes. Une occasion aussi d'inviter la jeunesse à s'impliquer dans la sensibilisation sur la maladie à virus Ebola. Une des épreuves majeures du Mali aujourd'hui, c'est la lutte contre Ebola.
une maladie insidieuse. On n'a jamais eu à faire face à une maladie aussi dangereuse et brutale. Et là aussi, c'est chacun individuellement que nous pouvons mener le combat et réussir face à Ebola. L'Union des jeunes pour l'avenir du Mali entend s'investir pour pérenniser la montée des couleurs nationales pour renforcer la citoyenneté en milieu jeune. La direction générale de l'OMS, les directeurs exécutifs d'ONU-SIDA, accompagnés d'une forte délégation, ont visité cet après-midi le centre de traitement de la maladie à virus Ebola. Ils se disent satisfaits des dispositifs mis en place par les autorités maliennes. Juste après, les deux personnalités ont été reçues par le Premier ministre, Youssouf Diakité. La directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé, le directeur exécutif de l'ONU-SIDA et leur délégation, en se rendant au centre de traitement de la maladie à virus Ebola, voulaient toucher du doigt les dispositions prises par le gouvernement du Mali. Le centre en question se trouve dans la cour de l'ex-institut Marchou. Ici, les visiteurs du jour sont satisfaits du dispositif. Juste après, direction primature. Là, les deux personnalités sont reçues par le Premier ministre. Le virus Ebola est un virus qui est très complexe, un virus qui ne pardonne pas. C'est pourquoi nous devons joindre nos efforts dans un sens solidaire pour aider le gouvernement à pouvoir gérer ce virus-là. Je voudrais dire clairement et à l'attention de tous les Maliens que n'importe quelle personne dont on détecte facilement la contamination a beaucoup de chances de se voir guérir de cette maladie. Nous sommes là sur la demande du président de la République qui a bien voulu qu'on puisse coordonner nos efforts. Pour nous, c'était très important d'avoir cet entretien avec le Premier ministre et je peux vous dire que nous partons satisfaits. La maladie à virus Ebola est réelle. Il s'agit donc de conjuguer les efforts pour arriver à bout de cette maladie. Une journée d'échange et de sensibilisation dans le cadre de la prévention de la maladie à virus Ebola a eu lieu au gouvernorat du district de Bamako. Organisée par le gouverneur et la direction régionale de la santé, cette rencontre a réuni les promoteurs des cliniques privées, les responsables des cabinets de soins, les tradithérapeutes ainsi que des agents du gouvernorat. Compte rendu de Rachel Tessougué. Quels sont les comportements à adopter pour la prévention de la maladie à virus Ebola? C'est le thème de cette réunion au cours de laquelle le gouverneur du district de Bamako a tenu à prodiguer des conseils sur les modes de prévention de la maladie aux promoteurs de cliniques privées, aux tradithérapeutes et aux agents du gouvernorat. Que chacun ait conscience qu'en tant qu'individu, dans ses relations surtout avec les autres, que chacun se dise que la sortie, circonscrire le phénomène, dépend de chacun de nous et de tous. Et qu'on ait une conscience aiguë de notre responsabilité et développer le comportement qui convienne à la situation. Les acteurs de la santé ont sensibilisé les participants sur les risques de contamination si les mesures de prévention ne sont pas respectées. Au niveau des structures de santé, au niveau du personnel de santé, il y a un certain nombre de mesures de protection qu'on doit utiliser. Au niveau de la population aussi, il y a essentiellement des mesures d'hygiène, le lavage des mains au savon et à l'eau propre, l'hygiène corporelle. Les agents du gouvernorat ont souligné qu'au sein de leur structure, des dispositifs de lave-mains sont placés dans tous les bureaux et tous les couloirs. Depuis l'annonce de la découverte du premier cas de la maladie à virus Ebola dans notre pays, de nombreuses mesures ont été prises, notamment le lavage des mains au savon ou au désinfectant. Et depuis, nos marchés sont envahis de désinfectants de toutes les couleurs et de tous les prix. Notre équipe de reportage avec Nyanya Aliou Traoré est allée chercher la provenance et la nature de tous ces produits. Le geste est devenu banal dans les bureaux et même dans les rues. Se laver ou dirais-je se désinfecter les mains est devenu le nouveau tic des Maliens, actualité oblige. On fait partout, hein. Oui, quoi. C'est devenu l'habitude maintenant avec des problèmes d'Ebola là. Je me protège, même à la maison, j'en ai pour la famille également. Là où nous sommes, la maladie là a ravagé dans des pays
où les gens ignorent à présent la gravité. Donc il faut surtout sensibiliser la population du danger que la maladie la peut causer. Ça, c'est ce qu'on veut. Au moins, ça veut dire que les gens commencent à prendre conscience que Ebola est une vérité. Et ça permet aux gens de ne pas paniquer. Le premier cas de maladie Ebola a été détecté au Mali le 21 octobre dernier. Depuis ce jour, les messages de prévention n'ont cessé dans les médias et d'autres canaux de communication. Parmi ces mesures, le lavage des mains au savon ou au désinfectant. Concernant le gel désinfectant, il se vend aujourd'hui comme du petit pain dans la rue. Au début de cette histoire d'Ebola, en prenant le carton de gel à 60 000 francs CFA, cela dépend de la personne qui vous revend le carton. Ici, je donne la grande boîte à 2500 francs CFA et la petite à 1000 francs. Et j'ai deux qualités de gel dans mon commerce. Les deux proviennent de la Côte d'Ivoire. Par jour, je peux vendre 10 à 20 boîtes de gel. Dans quelle qualité de gel? Actuellement, ça s'achète beaucoup. On a commencé, ça vaut 2 ou 3 semaines comme ça, en grande masse. Ça, c'est à 1500. Les autres, c'est à 4250. Oui, les commerçants et pharmaciens de la place se frottent doublement les mains ces derniers temps. Question, de quoi est-il fait ce produit? C'est des gels hydroalcooliques. C'est-à-dire, il y a de l'alcool, il y a de l'eau et il y a un gel qui permet de fixer tout ça. Alors, ce qui fait qu'on l'utilise contre les virus, c'est parce que justement l'alcool qui est dedans, ce n'est pas de l'alcool à 90 degrés. C'est de l'alcool titré à 70 degrés. Alors, et les expériences ont montré que l'alcool titré à 70 degrés est un virus statique, c'est-à-dire ça arrête le virus. Alors, ils mettent le gel là pour pouvoir fixer l'alcool. Tout le monde peut l'utiliser si la personne n'est pas allergique à l'un des composants du produit. Autant de fois que ce peut dans la journée si on n'est pas allergique au produit. Dans la rue, ce jeune homme est initialement vendeur de cartes téléphoniques. La crise Ebola lui a fait ajouter une corde à son arc. En ce moment, il vend aussi les gels désinfectants. Je vends les petits flacons à 500 francs CFA et les grands à 1000 francs. C'est hier seulement que j'ai commencé la vente des gels. Depuis le matin, j'ai réussi à vendre 13 flacons. Est-ce qu'on vous a conseillé une marque de gel ou bien? Non, pas forcément. Avis aux utilisateurs. Faites attention. Veuillez attentivement lire la notice du flacon avant tout achat. Certaines peaux pourraient être allergiques aux produits. En fuyant Ebola, ne risquez pas d'attraper une autre maladie. Lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola toujours. La vigilance doit s'étendre à l'ensemble du pays pour mieux maîtriser le fléau. Une mission nationale OMS-UNICEF vient de séjourner en 3e région pour évaluer les dispositifs de riposte et faire des propositions en vue de son renforcement. Elle était hier vendredi gouverneur de la région pour faire le point au moment où l'honorable Bakary Diarra venait faire un don de gel antibactérien pour annoncer les couleurs de son engagement dans cette lutte. C'est Konaté. Il s'agissait pour la mission nationale de supervision de lutte contre la fièvre Ebola, composée de l'OMS et l'UNICEF, de venir faire aux autorités régionales le point de la visite effectuée dans les secteurs de Bougouni, Yanfolila et Sikasso. Une visite qui a concerné les structures sanitaires en vue de mesurer le niveau du dispositif de prévention, de prise en charge et de traitement. Nous avons constaté que les sites d'observation au niveau de Bougouni et de Yanfolila sont en dehors des formations sanitaires. C'est des endroits où il n'y a ni eau ni électricité, donc nous avons proposé d'amener les sites d'observation à l'intérieur des formations sanitaires. Face donc à ce constat, la mission a apporté des suggestions et propositions visant à renforcer ce dispositif et l'UNICEF de s'engager à intensifier la communication. Nous allons appuyer les autorités régionales et les services techniques à renforcer la communication et la sensibilisation dans les villages, auprès des leaders politiques, auprès des religieux. Cette rencontre a été l'occasion pour l'élu de la région, pharmacien de son État, de mettre à la disposition des autorités 1 millier de tubes de gel antibactérien pour annoncer les couleurs de son combat.
J'ai dit aujourd'hui, il est temps pour nous de prendre des engagements concrets. Et c'est pourquoi j'ai décidé de dédier tout ce que j'ai gagné à l'Assemblée pour vaincre Ebola. Nous avons besoin d'appui dans tous les sens. Appui en formation, en équipement. Donc ils nous ont donné des conseils utiles et ils nous ont aussi rassurés par rapport à l'accompagnement. Une rencontre somme toute enrichissante qui vient conforter les autorités régionales dans leur engagement. Les initiatives de lutte contre le virus Ebola s'accentuent de plus en plus. Après le gouvernement, certaines bonnes volontés emboîtent le pas dans cette bataille contre le virus. Au cours de la semaine, plusieurs actions ont été initiées dans ce sens, comme la remise de matériel offert à certains établissements du Bamako par la CODEM, de kits d'hygiène par l'association Yereko, entre autres. Des sujets rassemblés commentés par Adraman Maïga. La sous-section Convergence pour le développement du Mali, CODEM de Djikronipara, vole au secours d'une dizaine d'établissements et de certaines mosquées de la commune 4 du district de Bamako. Elle vient de mettre à leur disposition des lots d'équipements composés de matériel de lavage de mains, des kits d'hygiène et des désinfectants. Cette remise s'inscrit dans le cadre des initiatives prises par ce parti dans la lutte contre Ebola. Elle est la deuxième du genre initiée par la CODEM pour soutenir le gouvernement du Mali dans ses efforts de lutte contre la propagation de cette maladie dans notre pays. Dans le cadre de la lutte contre Ebola, les députés de la commune 4 emboîtent le pas. Ils viennent de doter les centres de santé communautaires d'équipements leur permettant de prévenir le virus Ebola dans la commune. Le don se compose de 15 caméras thermiques, de 100 cartons d'eau de javel et des gants. En plus de ce don, ces élus se sont engagés à former le personnel médical sur l'utilisation de ces appareils. Les donateurs ont également visité le centre de santé de référence de la commune 4 pour s'imprégner des dispositions prises par le centre pour faire face à Ebola. Un autre lieu, une autre activité dans ce combat contre Ebola. Le groupe Diallo et associés viennent de faire œuvre utile en dotant les gares routières de Sogoninko et de la Guinée des téléviseurs pour passer des messages de sensibilisation sur la maladie sur les lieux publics. Ces écrans permettent également de sensibiliser les usagers de la route sur les modes de prévention du virus Ebola. Le réseau d'appui pour une meilleure gouvernance au Mali se mobilise également contre la fièvre à virus Ebola. Il a remis à certains établissements d'enseignement secondaire général de la capitale des équipements composés entre autres des fûts d'eau, du savon en poudre et d'eau de javel. Par cette donation, le réseau appuie le gouvernement dans son combat pour un Mali sans Ebola. Le virus Ebola, état des lieux et perspectives. C'est le thème d'une conférence internationale animée à l'école de maintien de la paix à l'Une-Blondembe. Cette journée a été initiée par le Centre universitaire de recherche clinique. Elle visait à donner les vraies informations à la population sur cette maladie. La finalité recherchée à travers cette conférence est de contenir la propagation de cette maladie dans notre pays. L'association Yereko de Caille appuie les initiatives des plus hautes autorités de notre pays dans leur combat contre Ebola. Elle a remis mardi dernier des lots de matériel composé de 20 fûts, des bidons d'eau de javel et du savon. Ces kits sont destinés au CESCOM, à l'INPES et au point d'enrôlement du RAVEC. La région de Tombouctou accentue et multiplie les initiatives pour lutter contre Ebola. Pour éviter toute propagation de cette maladie très contagieuse en 6e région, le centre de santé communautaire de Belle-Farandi a introduit dans ce dispositif des matériels de lavage des mains. Il s'agissait, par l'installation de ces équipements, d'amener les Tombouctiens à adopter un comportement responsable face à ces virus, tout en les incitant à respecter les mesures d'hygiène édictées par les professionnels de la santé.
L'Union pour la République et la démocratie, je vous le disais dans les titres, l'URD tient depuis ce matin les travaux de son 3e congrès ordinaire au Palais de la Culture. Ces assises de 2 jours permettront aux congressistes de faire le toilettage des textes du parti, de renouveler le bureau exécutif national et d'élire un nouveau président. Outre les représentants des partis amis, l'ouverture des travaux a enregistré la présence de partis politiques venant du Burkina Faso, du Niger, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Reportage de Daouda Sidiki-Jara. Après les élections présidentielles et législatives de 2013, l'heure est venue pour l'URD de renouveler ses structures et de faire la relecture de ces textes au cours de son 3e congrès ordinaire. Les responsables du parti de la poignée de main se disent décidés à s'assumer dans l'opposition. Notre engagement dans l'opposition politique montre à suffisance notre volonté de contribuer à l'édification d'une nation juste et forte, parce que véritablement démocratique. Aujourd'hui, plus que jamais, l'URD doit être une force de proposition, un garant de l'équité, de la justice, une barrière contre les abus de toutes sortes qui risquent de mener notre pays à la dérive. L'URD doit dénoncer et combattre tous ces fossoyeurs de notre pays. Et je me réjouis que nos députés aient pris une part active au vote de la loi sur l'enrichissement illicite et la corruption. Le Congrès doit se prononcer sur le rapport d'activité du parti, les rapports financiers du Bureau exécutif national, ceux de la Commission nationale d'arbitrage et de conciliation. Il doit aussi définir les orientations et les moyens d'action de la politique d'alliance du parti. L'élection des membres du Bureau exécutif national est inscrite dans l'agenda de ce Congrès. Les assises permettront d'élire un nouveau leader, l'actuel président n'étant pas candidat à sa propre succession. Un hommage lui a été rendu par les militants. Younis Touré a reçu un chihuahua pour les services rendus à la 2e force politique du Mali. Nous aurions certes voulu te voir continuer à guider notre action politique, être la boussole qui a su avec tant de bonheur orienter notre analyse des questions existentielles du Mali, mais qui a souhaité passer le relais. Nous respectons ta décision. Je suis fier de vous et je suis fier des résultats obtenus. Je voulais vous demander que ce congrès soit un congrès d'unité et de cohésion renforcée au sein du parti. Un autre temps fort de la cérémonie, c'est la présentation d'un adhérent de taille à l'URD. Il s'agit d'Ibrahim Djaï, dit Iban Djaï de l'ADEMA PACJ, qui milite désormais dans ce parti. Mon engagement que j'ai voulu volontaire et fondé sur des convictions profondes, soutenues par une certaine idée de l'épanouissement de l'homme dans la société malienne, une communauté d'hommes et de femmes réunis pour un seul objectif, la construction d'un Mali indépendant et démocratique. Le parrain du parti a salué la communauté internationale pour le rôle qu'elle a joué dans la libération de notre pays du joug des terroristes. Plusieurs partis politiques venant du Niger, du Burkina Faso, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée ont pris part à ce congrès. Partis du Mali depuis 3 ans pour certains, les réfugiés maliens au Niger sont estimés à environ 50 000. Au Niger, ils disent se sentir comme chez eux grâce à l'hospitalité qui leur est offerte. Mais le retour au bercail reste la première préoccupation de ces compatriotes réfugiés au Niger. Envoyé spéciaux, Acheta Ibrahim Maïga, Abouakar Traoré. Partis dans la précipitation, car leur existence et celle de leurs proches étaient menacées à la date du 30 septembre 2014, les Maliens réfugiés au Niger sont estimés à 53 339. 7 115 d'entre eux sont à Niamey où ils se sentent comme chez eux. Je vais te faire un message pour le Mali, le président du Mali, qu'ils savent ce que le Niger a fait pour nous. Il n'y a pas une femme, il n'y a pas un vieux, il n'y a pas quelqu'un qui ne sent pas aller chez lui aujourd'hui. Mais à grâce à notre ambassadeur aussi. Si les gens vous ouvrent la porte de leur maison, marchez dans la maison doucement, ne cassez pas les assiettes, ne cassez pas les tapis. Je crois que des conseils qu'il nous a donnés, et je remercie les réfugiés. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais entendu un réfugié qui a fait un dégât au Niger. Appelés réfugiés urbains, ces Maliens vivent avec les moyens de bord. Je suis avec mon mari et mes enfants.
On loge dans une entrée couchée. On fait nos activités à nous-mêmes. On fait les petites tontines, on fait des petites caisses. Si c'est beaucoup, on sort, on paye des bassins rouleaux et puis on fait la teinture. Les femmes et les enfants sont à peu près 4287 dont l'âge varie entre 0 et 60 ans, sinon plus. Ils bénéficient de services sociaux de base grâce au programme d'assistance et de protection des réfugiés urbains et ses partenaires. Nous avons la prise en charge sanitaire et l'assistance à l'éducation que nous assurons aux réfugiés. Bien souvent, des femmes ou des enfants sont violentés dans le contexte de la crise, dans le contexte de la fuite, dans le contexte de l'installation au pays d'asile. Lorsque ces violences surviennent, les personnes survivantes de violences basées sur le genre, il y a un département ici qui les suit et qui leur garantit une prise en charge holistique. Maintenant, il n'y a pas beaucoup d'activités parce qu'on nous prend en charge pour la santé. S'il y a l'alimentation, on nous donne, mais à présent, il n'y a rien, sauf les vulnérables. De quoi rêvent ces Maliens réfugiés au Niger? Quel avenir souhaitent-ils pour leur Mali? Pourquoi, en dépit de toutes ces avancées, le terrain continue à être vide au Mali? L'administration n'existe pas sur une partie du territoire malien. Nous voulons bien retourner chez nous. Il n'y a pas quelqu'un ici, malien venu du Nord, qui ne veut pas retourner aujourd'hui chez lui, parce qu'au moins, il y a laissé une hutte. Si tout va bien, moi, là même aujourd'hui, mes bagages sont déjà pliés. Mais j'ai mes enfants à l'école, je ne peux pas les laisser, mais je veux vraiment rentrer. À leur doléance, voici la réponse du ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord. Nous allons faire le repérage déjà de la composition des familles pour savoir quels sont les enfants qui sont scolarisés, pour qu'en arrivant là-bas, ils ne perdent pas de temps à intégrer les écoles. Nous prendrons des dispositions dans le même sens concernant aussi la restauration de votre situation économique. L'espoir est ainsi donné aux 143 471 réfugiés maliens au Niger, au Burkina Faso, en Mauritanie, mais aussi en Guinée et au Togo. Nous restons au Niger avec le ministre de la Réconciliation nationale qui a rencontré au cours de son séjour en Mauritanie, bien cette fois-ci, les réfugiés maliens y résidents. Cette rencontre a été l'occasion pour le ministre Zahabi d'échanger avec les réfugiés du camp de Mbera. Et nous sommes toujours en Mauritanie. Reportage de Moussa Arimaïga. La question des illusions. Quelqu'un peut vous dire quelque chose, mais il y a des choses, il ne faut pas vous tromper. Moi, j'ai fait la rébellion en 90. J'ai fait avec d'autres camarades. On a fait le pacte national. Il y a eu des mouvements, cette fois-ci, qui réclament l'indépendance, qui réclament la sécession. Mais la réponse qu'on leur a dit, il n'y a pas d'indépendance. Comme l'a dit quelqu'un ici. Mais on a une porte qui est fermée. Et tu sais que ça ne peut pas marcher. Continuez à donner l'illusion à des gens. Ah, vous savez, quand on peut toujours gagner si le peuple est derrière. Mais tu vas mentir aux gens et mentir à toi-même. Ça ne va nulle part. Parce que c'est clair, ceux qui étaient à Alger le savent. L'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, c'est un principe sacro-saint des Nations Unies et de l'Union africaine. Les gens maintenant qui vous disent des choses comme ça, montrez que vous êtes Azawad, montrez que vous êtes ceci, avec ça peut-être les Blancs vont vous écouter, les Blancs, ça c'est des illusions, hein? Les Blancs là, c'est eux-mêmes qui ont fait le règlement là. Quelqu'un qui me dit que l'armée malienne ne doit pas aller au nord, moi je dirais que l'armée malienne doit être au nord, l'armée nationale elle doit être au nord, mais elle doit être blanche et noire, elle doit respecter tous les citoyens du Mali au même pied d'égalité. C'est ça le nouveau Mali qu'on veut faire.
Nous étions bien entendu à Mauritanie avec le ministre de la Réconciliation nationale qui s'entretenait avec les réfugiés maliens résidant dans ce pays. Il était donc au micro de Moussa Ari Maïga. Et puis dans l'audience que le Premier ministre a accordée à la délégation de l'OMS et de l'ONU-SIDA, une erreur nous a fait écrire Dr Margaret Chan, directrice de l'ONG. Il fallait plutôt lire directrice générale de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Toutes nos excuses pour ce désagrément. Ouverture jeudi des travaux de la 16e session du Centre national de recherche et d'expérimentation en bâtiments et travaux publics. Les décideurs du centre fondent beaucoup d'espoir sur les travaux de cette session pour la lisibilité et la visibilité du centre. Mamoudou Sidibé. La 16e session ordinaire du Conseil d'administration du Centre national de recherche et d'expérimentation en bâtiments et travaux publics CNRS-BTP se tient dans un contexte particulier. Il s'agit pour les administrateurs de donner au centre les moyens nécessaires à sa promotion, tant sur le plan ressources humaines que matérielles. Je n'en doute point, messieurs les administrateurs, afin qu'au terme de cette rencontre, le centre puisse disposer d'orientations à même de baliser les voies appropriées de son devenir et retrouver son liste d'antan. Pour ce faire, le Conseil jettera un regard rétrospectif sur les recommandations de la 15e session. Les comptes financiers de l'exercice 2014 au 30 septembre qui s'élèvent à un peu plus de 975 millions de francs CFA. Il examinera également le projet de cadre organique que le centre ambitionne de mettre en œuvre. À l'ouverture des travaux, le directeur général a évoqué le caractère timide de son centre dans le cadre des études et du contrôle des travaux des routes et bâtiments. Dans la proche à venir, le Sénat souhaite participer, entre autres, aux travaux comme la deuxième phase de Bamako-Ségou, l'autoroute Bamako-Ségou, le projet d'autoroute Bamako-Koulikoro, les travaux de construction des Antibou-Kolondjeba, la route Ségou-100, le pont à Ségou, le 4e pont de Bamako, l'aménagement des berges et des barrages du fleuve Niger. La Direction nationale de l'hydraulique a organisé dans ses locaux une journée porte ouverte. Il s'agissait à travers cette journée de montrer et d'expliquer au public la commission de gestion des eaux de la retenue de Sélengué et du barrage de Markala, commission créée en décembre 2011. Abdraman Maïga. La Direction nationale de l'hydraulique a vu le jour en 1929 sous l'appellation de service hydraulique de l'Afrique occidentale française. Elle a pris plusieurs qualificatifs avant de devenir en janvier 2010 Direction nationale de l'hydraulique. Cette direction est chargée d'élaborer les éléments de la politique nationale en matière d'eau, de coordonner et de contrôler sa mise en œuvre. Pour mieux répondre aux besoins de plus en plus croissants des usagers, le gouvernement, à travers la Direction nationale de l'hydraulique, a mis en place en décembre 2011 une commission de gestion des eaux, de la retenue de Sélengué et du barrage de Markala. Ce n'est pas une commission comme les gens peuvent le penser, nous ne sommes pas des juges. Nous sommes comme des médiateurs parce que nous recensons les difficultés et nous essayons quand même de rapprocher les points de vue pour faire en sorte que chacun puisse tirer son compte. C'est pour offrir un cadre d'échange autour de la problématique liée à la gestion de cette ressource rare, mais indispensable à la vie, que la présente journée porte ouverte a été initiée. Elle a permis au public de connaître la Direction nationale de l'hydraulique à travers ses missions, ses domaines d'intervention et les réalisations. Il s'agira pour vous d'échanger, de comprendre, de critiquer et de suggérer pour qu'on puisse prendre en compte aussi les préoccupations de l'ensemble des utilisateurs à travers une gestion concertée des eaux du barrage de Sélengué et de Markala, et cela dans une optique de durabilité. Cette journée porte ouverte a pris fin par une conférence de presse. Conférence qui a permis aux hommes des médias de mieux comprendre le rôle de la commission de gestion des ressources en eau, ses missions, son mode de fonctionnement et les difficultés rencontrées en matière d'accès à l'eau potable. Il faut une agriculture intelligente et une sécurité alimentaire adaptée au changement climatique. C'est l'ambition du forum de dialogue multi-acteurs qui a mis face à face chercheurs et décideurs autour de la question. Ce forum est une initiative de l'association malienne d'éveil au développement durable. Reportage de Bouakar Sissoko. Les effets du changement climatique se font sentir d'année en année dans les pays du Sahel. L'irrégularité des pluies se traduit également par des années de sécheresse récurrentes. Comment pallier cette situation? Ce forum est une réponse à cette préoccupation. Il établit le dialogue entre les acteurs nationaux intervenant dans le cadre de l'adaptation de l'agriculture et la sécurité alimentaire au changement climatique. Nous disons d'adapter l'agriculture au changement climatique.
Ça voudrait dire qu'il faut qu'il y ait un cadre institutionnel partagé par l'ensemble des acteurs qui leur permettent d'appréhender les éléments permettant de pouvoir prendre en compte les changements climatiques dans les politiques et pratiques de développement. Pendant les travaux, chercheurs et décideurs analyseront les contraintes et les opportunités pour l'adaptation du secteur agricole au changement climatique pour une meilleure productivité. Nous développons un ensemble de technologies, de pratiques, d'approches pour permettre aux producteurs de s'adapter au changement climatique tout en augmentant leur capacité de résilience afin qu'ils puissent en tout cas assurer la sécurité alimentaire dans ce contexte. Le forum doit également identifier les options prioritaires adaptées aux réalités locales, autrement dit, parvenir à une agriculture intelligente. Je demeure convaincu que les experts et décideurs que vous êtes sacrifieront agréablement à cet exercice auquel vous êtes désormais habitués. À l'issue du forum, les décideurs et les chercheurs parviendront à des résultats qui participent à la résilience de l'agriculture et de la sécurité alimentaire au changement climatique. L'ONG Agir intensifie la lutte pour la protection de l'environnement et le cadre de vie des populations de la région de Koulikoro. Elle vient de remettre jeudi dernier aux académies de Koulikoro 150 exemplaires de son ouvrage intitulé « Je vais rester vivante, je vais rester vivant ». Ces cahiers d'activités contenant des dialogues en faveur d'un changement de comportement pour le bien-être des enfants doivent être utilisés dans toutes les écoles de la région. Préma Kone. Je vais rester vivant, c'est le nom de l'ouvrage que l'ONG Agir met à la disposition des élèves du Mali. La remise de 150 exemplaires de ce cahier d'activités aux académies de la région de Koulikoro traduit la volonté de la présidente de l'ONG Agir, l'épouse du président de la République, Mme Keïta Aminata Maïga, de faire passer un message fort. Celui qui consiste à livrer le combat pour la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie des populations. Le contenu de « Je vais rester vivant » repose sur une série de dialogues entre une fille du nom de Binta et un garçon qui se nomme Madou. Cela en faveur d'un changement de comportement afin de mieux sécuriser l'environnement et notre cadre de vie. Nous sommes très contents de cette action, surtout dans la situation où nous sommes aujourd'hui. L'amélioration du cadre de vie des enfants est très importante pour les sensibiliser à lutter contre toutes les maladies, notamment celle qui sévit aujourd'hui chez nous, à savoir l'Ebola. L'eau peut rendre malade, les déchets ménagers, les animaux, hygiène, arbres, pollution, une famille nombreuse, le sport sur la route. Monsieur le maire constitue respectivement le sommaire de ce cahier d'activités. Les deux personnages du livre, Binta et Madou, interpellent les parents à se soucier de l'avenir des enfants menacés par les comportements des adultes. Aidons les enfants, soutenons-les à rester vivants en les écoutant lire ce livre. Accédons à leurs doléances justifiées pour un meilleur environnement. Tels sont les conseils donnés aux populations par l'ONG Agir. À Koulikoro, les centres d'animation pédagogique bénéficiaires sont ceux de Koulikoroville, Nara, Banamba, Nyonsombuku et Kolokani. Dans la région de Kaye, les centres d'animation pédagogique concernés sont Kenyeba, Yelimane, Ambidedi, Kaye rive gauche et Kaye rive droite. En 5e région, le ministère de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord, à travers celui du développement rural, vient de remettre aux éleveurs de la région de Mopti 265 tonnes d'aliments bétail pour circonscrire le déficit de fourrage dû au changement climatique. Reportage de Mahamar Ibrahim Touré. Les changements climatiques ont entraîné un déficit de fourrage pour les bétails. Pour circonscrire, le gouvernement du Mali, à travers le ministère de la Solidarité, de l'Action humanitaire et la Réconciliation du Nord, et le ministère du Développement rural par le biais de la Chambre régionale d'agriculture de Mopti, viennent doter les populations éleveurs en aliments bétail. Cette action est d'un apport très estimable, car elle s'inscrit en droite ligne des actions de réponse à la gestion d'urgence pour une bonne sécurisation du septel. Nous avons exposé les différents problèmes auxquels les pasteurs ici présents étaient confrontés. Une réponse favorable a été donc acquise à travers les plus hautes autorités de ce pays-là. Celui de mettre à notre disposition 265 tonnes d'aliments bétail pour les pasteurs de la région de Mopti.
Les bénéficiaires ont salué les gestes hautement significatifs du gouvernement pour les populations de Mopti en général et les populations éleveurs en particulier. Ce stock donc vient en complément d'une distribution qui est en cours de la part du commissariat à la sécurité alimentaire et qui est à peu près de 2832 tonnes. Cet aliment revient aux vrais bénéficiaires, donc les éleveurs éprouvés. Et une mise en garde pour que ce stock ne soit pas vendu. Cette donation d'aliments bétail aux éleveurs témoigne de l'attention du ministère en charge de l'élevage au développement des activités pastorales dans la région. Elle contribue du reste à l'accroissement du niveau de revenu des populations. L'ONG LuxDev vole au secours des services techniques locaux et des collectivités d'Ansongo. Elle vient de leur remettre des équipements, des matériaux et fournitures de bureaux d'une valeur de près de 21 millions de francs CFA. Ce geste s'inscrit dans le cadre de la coopération luxembourgeoise LuxDev Projet Mali 801 et aidera à la fonctionnalité des services du cercle d'Ansongo. Reportage de Drissa Kone. Cette donation vise à appuyer 6 collectivités, le cercle et ses démembrements et le service de la jeunesse d'Ansongo. LuxDev a remis des bureaux, des armoires, des fauteuils administratifs, des chaises, des bancs, des papiers rames et autres matériels bureautiques d'une valeur de près de 21 millions de francs CFA. Aujourd'hui, on a pensé aux services techniques locaux et à certaines collectivités pour un peu les aider à ce qu'ils décollent dans les activités qu'ils mènent. Deuxième du genre à Ansongo, cette action s'inscrit dans le cadre du projet Soutien rapide aux autorités maliennes et aux services sociaux de base dans les zones post-conflit. À Ansongo, LuxDev a déjà réalisé de nombreuses actions dans ce sens. Parmi celles-ci figure la réhabilitation de 4 bâtiments, la dotation du secteur de l'éducation d'une importante quantité de tables, bancs et des kits de santé au CSCOM. D'autres actions sont en cours de réalisation dans cette même localité. Il est important de reconnaître que LuxDev nous a accompagnés juste après le retour de l'administration. Cette dotation nous a permis vraiment de décoller. Aujourd'hui, la deuxième dotation vient renforcer notre système. Ce projet est doté d'un budget de 3,28 milliards de francs CFA pour 18 mois. Et il est mis en œuvre par LuxDéveloppement qui accompagne depuis plus de 10 ans le développement du Mali. La coopération luxembourgeoise LuxDev Projet Mali 801 est à Gao depuis mars 2013. La 10e édition des rencontres de Bamako, biennale africaine de la photographie, sont de retour après une interruption de 2 ans suite aux événements que le Mali a connus. La prochaine édition se tiendra en novembre 2015. L'annonce a été faite hier au Musée national du Mali au cours d'une conférence de presse animée par le ministre de la Culture, l'ambassadeur de France au Mali, le délégué général et la directrice artistique de l'événement. Mouliou Soiré a assisté au point de presse. Cette grande manifestation culturelle internationale est consacrée à la photographie dans sa diversité. Depuis sa création en 1994, l'événement s'inscrit comme un lieu incontournable de révélation des photographes africains et de rencontres avec les professionnels du monde entier. Véritable plateforme de découverte, d'échange et de visibilité, les rencontres de Bamako contribuent au rayonnement culturel, artistique et politique de notre pays. Cet événement, c'est aussi une normalité. C'est le retour à la normale au Mali. Alors j'espère on espère tous d'ailleurs, que si Dieu veut, les discussions d'Alger se termineront bien, que la famille malienne, que les frères et sœurs maliens se retrouveront et que la normalité reviendra. Et cet événement participe justement de cette normalité. On retrouve la biennale qu'on avait perdue parce que grâce au dynamisme d'une ministre, si je peux me permettre, à son engagement personnel. Le thème provisoire retenu pour l'édition 2015 est intitulé « Le temps compté ». Telling Time, une thématique visant à utiliser la photographie comme un médium d'exploration de la notion de temporalité à travers la narration du passé, du présent, du futur. Un slogan qui s'adaptera parfaitement selon les organisateurs aux bouleversements récents que le Mali et certains voisins ont connus. La relance de l'événement en ce moment particulier de l'histoire de notre pays contribuera sans aucun doute à donner du Mali l'image d'un pays qui s'est retrouvé et qui est prêt à s'ouvrir au reste du monde.
Pour toutes ces raisons, le Mali, à travers mon département, est attaché à la pérennité de cet événement. Au cours de ce point de presse, les conférenciers ont présenté à l'assistance Mme Bissi Silva, la directrice artistique retenue pour cette 10e édition des rencontres de Bamako. Elle est commissaire d'exposition et directrice du Centre d'art contemporain de Lagos au Nigeria. Je pense au programme aux deux niveaux, au niveau local, mais aussi au niveau international. Mais ce qui est plus important pour moi et aussi pour toutes les partenaires et l'équipe qui vont travailler avec la Biennale, c'est comment est-ce qu'on peut engager la population malienne, d'investir, de prendre en charge l'idée de la Biennale. Le programme prévoit des expositions en salle et en plein air, des conférences débats, des projections et des animations publiques selon le délégué général des rencontres Samuel Sidibé, directeur du Musée national du Mali qui dirige cette Biennale africaine de la photographie depuis 2009. Voilà, le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu jeudi dernier les partis de la majorité présidentielle. Vous pourrez suivre juste après ce journal les temps forts de cette rencontre. Et puis l'émission Actu Hebdo reçoit demain Mme Dia Alima Sidibé, membre de l'association des femmes pharmaciennes du Mali, et Seydou Moussa Traoré, directeur de l'Institut national de la statistique. Actu Hebdo, c'est à partir de 12h avec Ibrahima Diombele. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information revient sur le thème demain à 13h et à 20h. Je serai là pour vous donner d'autres informations. Merci et bonsoir.